Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. À la une ce soir, près d'1 million de visiteurs attendus en Normandie pour le 80e anniversaire du 6 juin 1944. Les derniers vétérans mis à l'honneur et la présence de 25 chefs d'État. Nous serons en direct sur place. Va-t-on vers un accord pour un cessez-le-feu? Des discussions au Caire, en Égypte, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sous la pression de Joe Biden. Une avancée qualifiée d'historique dans le traitement de certains cancers du poumon. Les plus grands spécialistes de la planète étaient réunis à Chicago. Quel nouveau visage pour la circulation dans la capitale? Objectif JO, de la tension qui s'exprime déjà. Mais quelles seront les retombées économiques de l'événement? C'est le week-end avec Axel de Tarlet. Et puis 20h30 le dimanche, avec nous l'actrice Monica Bellucci, le pilote de Formule 1 Pierre Gasly et l'ex-capitaine de l'équipe de France de football Hugo Lloris. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La grande histoire à la une ce dimanche avec le lancement des commémorations du 80e anniversaire du débarquement, direction la Normandie. Des centaines de milliers de visiteurs attendus tout au long de la semaine. Les vétérans déjà à l'honneur, bal populaire, feux d'artifice et reconstitution ont lancé ces célébrations pour la conquête de la liberté. Stéphanie Pérez, Thomas Paga, Alice Mouchard. Ils sont une dizaine de vétérans qui ne boudent pas leur plaisir à serrer les mains ou enchaîner les autographes. Warren Goss, l'œil toujours vif, avait 19 ans le 6 juin 1944 lorsqu'il a débarqué à Utah Beach. Je me sens bien. J'aime avoir ces gens autour de moi. Je me dis que j'ai fait quelque chose de bien dans ma vie. À 99 ans, le voici de retour en Normandie pour la première cérémonie du 80e anniversaire du débarquement. Warren Goss est venu depuis Pittsburgh avec sa fille très émue. Il aime les gens parce que, surtout en Normandie, ils ont beaucoup d'amour pour les vétérans. Même plus que chez nous, c'est vraiment incroyable. Malgré le poids des ans, le salut militaire n'a rien perdu de son assurance. Et la signification de leur engagement est plus forte que jamais en ces temps troublés pour la paix en Europe. C'est bien pour cela qu'il n'y a jamais eu autant de spectateurs pour ces commémorations, selon les habitués. Ce matin, à la reconstitution de l'assaut de la 101e division aéroportée américaine. Et hier, pour le pique-nique géant au bord de la Manche, d'où les vétérans ont surgi il y a 80 ans. Papa était anglais et a débarqué à Romanche. Donc pour nous, c'est une fête, c'est extraordinaire. À l'époque qu'on a là, avec les guerres qu'on a en ce moment, je crois que ça, justement, ça a encore peut-être plus de force, quoi. C'est important de venir et de rencontrer des gens nouveaux, jeunes, qui, espérons, œuvreront dans des symboles de paix plutôt que la guerre. Sur les plages du débarquement hier soir, toutes les générations réunies autour de feux d'artifice et de la mémoire des 28 000 soldats engagés le 6 juin 1944. Un même vœu, ne pas prendre la paix pour acquise. C'est le message qui dominera cette semaine de célébration. Et demain, un vétéran américain sera particulièrement attendu en Normandie. Je vous propose de rencontrer ce soir Papa Jake. Jake Larson avait 21 ans le 6 juin 1944 sur la plage d'Omaha Beach. Aujourd'hui, c'est à 101 ans qu'il est de retour. Ce sont ces petits-enfants qui ont décidé d'interpeller la nouvelle génération en inscrivant sur les réseaux sociaux 800 000 abonnés qui deviennent les témoins de l'héroïsme de ces soldats. Sophie Brune, Simon Le Pape, Florent Turpin. C'est un rituel auquel il aime toujours autant participer. Le lever des drapeaux français et américains. Il y a 80 ans, Jake Larson participait à la libération de la France. Aujourd'hui, malgré la main qui tremble un peu, une émotion toujours aussi intense. J'en ai les larmes aux yeux parce que j'aime ces deux drapeaux. Ça fait partie de ma vie, c'est même l'un des moments les plus importants. Si on n'était pas allé botter les fesses d'Hitler hors de France, on parlerait tous allemand ici. Dans sa maison familiale de Californie, Jake Larson n'a rien oublié de la Seconde Guerre mondiale. Son engagement à 15 ans dans la garde nationale, puis son enrôlement dans l'infanterie. Et ce matin du 6 juin 1944, où il débarque dans la furie d'Omaha Beach. On est descendu des barges et on avait de l'eau jusqu'au menton.
On savait que la plage était minée par les Allemands. C'était terrible. J'étais en contrebas, sous le feu de 2 mitrailleuses qui me tiraient dessus depuis des endroits différents. Jake Larson s'abrite derrière une pierre minuscule. Il a soudain envie d'une cigarette. À l'époque, tout le monde fumait. Il y avait un soldat à ma gauche. Je lui ai demandé « Hey mon pote, t'as des allumettes ?» Pas de réponse. Alors j'ai regardé. Il y avait bel et bien un soldat à côté de moi, mais il n'avait plus de tête sous son casque. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que l'esprit de ce soldat me parlait et me disait « Lève-toi tout de suite et tire-toi !» Le vétéran de 101 ans a toujours tenu à raconter son histoire à toute sa famille, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ça te fait quoi de retourner en Normandie? Avec la nouvelle génération, il s'est mis à partager ses souvenirs sur les réseaux sociaux. Celui qu'on surnomme Papa Jake a plus de 800 000 abonnés sur TikTok. Ce gars-là est un survivant de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment cool car maintenant tout le monde peut entendre les histoires avec lesquelles j'ai grandi. Les plus grands fans de Papa Jake sont ses enfants normands. Ma famille française. Le vétéran les a rencontrés il y a 2 ans lorsqu'il est venu en France pour les commémorations du débarquement. Dans quelques jours, Jake Larson foulera à nouveau le sable d'Omaha Beach pour rendre hommage à ceux qui sont, dit-il, les véritables héros, ses camarades tombés pour la France. Et on l'attend avec impatience. Une semaine intense, émouvante et politique qui s'ouvre en direct de Normandie. On va retrouver Anaïs Anquet. Bonsoir Anaïs. C'est un sommet international des alliés de l'époque qui va se tenir. 25 chefs d'État avec des enjeux plus contemporains liés à l'actualité bien sûr du moment. Oui, vous l'avez dit, 25 chefs d'État seront présents ici jeudi sur cette plage d'Omaha Beach. La conclusion de plusieurs mois de tractations diplomatiques, mais il reste encore plusieurs inconnus. Par exemple, on le sait, Joe Biden sera présent, mais on ne sait pas encore si les anciens présidents Barack Obama ou Donald Trump feront le déplacement et ça pourrait changer la donne. Par exemple, si Donald Trump vient ici en Normandie, eh bien cela pourrait se transformer en véritable casse-tête protocolaire puisque c'est l'adversaire, vous le savez, de Joe Biden pour la prochaine élection américaine. Autre enjeu, la guerre en Ukraine qui s'est immiscée dans les débats puisque la France a choisi d'inviter Volodymyr Zelensky alors que dans le même temps, Vladimir Poutine est persona non grata et surtout l'Elysée l'a annoncé il y a quelques jours, il n'y aura aucun représentant de la Russie pour les cérémonies. Enfin, dernière nouvelle, eh bien, le roi Charles III, malgré sa maladie, sera bien présent en Normandie le 6 juin aux côtés du président français. Vous le voyez, cette journée, une fois encore, sera un moment de recueillement mais aussi un moment extrêmement politique. Merci beaucoup Anaïs. Et vous pourrez vivre au cœur de ces commémorations du 6 juin avec Julien Bugier et l'ensemble des équipes de la rédaction dès 6h du matin sur France 2, France Info, Canal 27 et France.tv. De son côté, Joe Biden enchaînera avec une visite d'État en France. Le président américain qui se pose en médiateur dans le conflit entre Israël et le Hamas. Un accord de cessez-le-feu est sur la table, notamment au Caire, en Égypte. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est plus que jamais sous pression à l'extérieur et à l'intérieur de l'État hébreu. Plus de 120 000 manifestants se sont rassemblés à Tel Aviv réclamant un accord et la libération des otages. Agnès Varamian, Obset Nalbandian, Maël Benoliel. Ne pas laisser l'espoir de paix s'échapper. 120 000 personnes rassemblées à Tel Aviv et Jérusalem hier soir. Drapeaux israéliens et américains entremêlés. Une symbolique statue de la liberté brandit l'accord pour les otages. Et cette immense banderole supplie Joe Biden de sauver les captifs de Netanyahou. Biden a parlé. Biden dit il y a un accord possible. Notre gouvernement doit l'entendre. Le président Biden se soucie bien plus de nos otages que Netanyahou et son gouvernement. Netanyahou ne se préoccupe que de sa survie politique. Des manifestants qui n'ont aucune confiance et font pression sur leur gouvernement pour qu'il accepte de négocier. Ce soir, Benjamin Netanyahou ne s'est toujours pas exprimé et la crise politique se profile. Les ministres d'extrême droite, indispensables à la coalition, s'opposent à toute négociation.
Si cet accord signifie de renoncer à détruire le Hamas, renoncer à continuer la guerre, alors cette proposition est dangereuse. J'ai dit au Premier ministre que s'il donne suite à cet accord, nous ferons tomber le gouvernement. Aujourd'hui, ce sont les négociateurs États-Unis, Qatar, Égypte qui, dans un communiqué commun, enjoignent Israël et le Hamas à finaliser l'accord. La Maison-Blanche est à la manœuvre pour convaincre. Nous attendons la réponse officielle du Hamas. Nous savons déjà que ses responsables ont plutôt accueilli positivement cette proposition. On espère maintenant commencer les négociations. Si le Hamas répond positivement à la proposition, que fera Benyamin Netanyahou? Son gouvernement, son pays sont divisés. Et si la coalition tombe, eh bien le Premier ministre joue sa survie politique. Ces images maintenant des intempéries dans le sud-ouest de l'Allemagne avec ces importantes inondations en Bavière à la suite de pluies diluviennes. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées. Un pompier a perdu la vie. Des orages également en France aujourd'hui avec ces averses de grêle qui se sont abattues sur une partie du Var et des Alpes de Haute-Provence et notamment le secteur de Hyères, mais également de Marseille qui ont été principalement touchés. Les suites maintenant de l'enquête sur l'attentat des jouets qui avait pour objectif de cibler une épreuve de football lors des Jeux Olympiques. Un jeune homme de 18 ans a été interpellé vendredi après l'enquête des services de renseignement. Le suspect est tchétchène et ce n'est pas le premier ressortissant de la République caucasienne impliqué dans un dossier terroriste sur le sol français. C'est l'enquête du jour. Hugo Puffnet, Caroline Arnold avec Anna Strobel. Il envisageait une attaque aux abords du stade de Saint-Étienne. Un homme de 18 ans ressortissant tchétchène, et ce n'est pas le premier qui apparaît dans un dossier terroriste. Depuis 2018, 3 attentats ont été perpétrés par des Caucasiens. Un meurtre en plein Paris et les assassinats des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard. Selon nos informations, au moins 8 Caucasiens ont déjà été impliqués dans des attentats en France et ils sont plus de 180 à être signalés pour radicalisation. Parmi eux, les renseignements retrouvent de plus en plus de jeunes hommes nés en France et radicalisés en ligne via les réseaux sociaux et les messageries chiffrées. Dans une affaire en cours, avec 9 mises en examen, le plus actif, Romain T, n'avait que 18 ans lors de son arrestation. D'origine tchétchène, il voulait s'en prendre à un jeune chrétien. Ces profils sont parfois influencés par leur famille, leurs amis. Une radicalisation en vase clos, quasi indétectable. Ils peuvent avoir une intégration très poussée, très forte, ne pas faire de bruit dans le pays d'accueil, et dès que le moment, entre guillemets, semble mûr, ils passent à l'action. Certains d'entre eux sont en lien avec une branche du groupe État islamique au Khorasan, active en Asie centrale et dans le Caucase, dans les régions russes d'Ingouchie, de Tchétchénie et du Daghestan. Une mouvance qui revendique notamment l'attentat de Moscou en mars dernier dans une salle de concert. Or, les jeunes Caucasiens installés en France parlent souvent russe, anglais, parfois arabe. Ils ont donc accès à de nombreux contenus de propagande comme celui-ci et sont facilement contactés par des prédicateurs islamistes à l'autre bout du monde. Les méthodes sont identiques pour tout le monde. Ces réseaux de djihadistes, ils essayent d'abord de monter une haine contre tous ceux qui ne sont pas musulmans, tous ceux qui sont en Occident. Et après, ils utilisent ceux qui sont d'accord de faire les choses, qui sont d'accord d'aller plus loin, malheureusement. Dans l'attentat des jouets de Saint-Étienne, le suspect a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes et incarcéré. Les plus grands spécialistes de la recherche contre le cancer sont réunis actuellement à Chicago et plusieurs annonces apparaissent comme des sources d'espoir dans la lutte notamment contre certains cancers du poumon. Des innovations grâce au développement de l'immunothérapie mais aussi d'un médicament. Caroline Sins, Florence Méréo et Marc Dana. L'espoir est en train de naître ici à Chicago pour ceux qui souffrent d'un cancer du poumon. Dans ce congrès qui réunit les meilleurs spécialistes au monde, 2 études font sensation. Un traitement d'abord pour le cancer des fumeurs dit à petites cellules. C'est une forme très agressive et meurtrière. Le chanteur Florent Pagny a révélé en être atteint. Ce cancer se soigne par chimio et radiothérapie. En lui ajoutant une immunothérapie par injection, le risque de décès est nettement réduit. 3 ans après le diagnostic, les chances de survie augmentent de 10%. Un progrès considérable pour ce professeur lyonnais.
C'est la première fois que l'on fait un progrès tangible en termes de survie et probablement en termes de proportion de patients guéris depuis 25 ans dans cette maladie, qui est une maladie redoutable, qui touche environ quand même 2000 personnes par an en France. Le deuxième traitement concerne certains cancers du poumon liés à une mutation génétique, comme celui de cette patiente qui n'a jamais fumé. Un cancer soigné par chimio et radiothérapie auquel on ajoute un traitement ciblé sous forme de cachet. 65% des patients ne rechutent pas 2 ans après le diagnostic. Alors ces études nous encouragent énormément, nous donnent beaucoup d'espoir dans notre objectif que cette maladie devienne maladie chronique, au même titre qu'un diabète ou qu'une hypertension. Ces traitements pourraient être accessibles en France d'ici 1 à 2 ans. Le mot patience est-il compatible avec l'état d'esprit des Franciliens? Apparemment, il va falloir accepter l'idée que la circulation dans la capitale va totalement changer de nature. C'est déjà le cas. Les ralentissements se sont multipliés depuis que plusieurs ponts parisiens sont fermés en raison de la mise en place du dispositif des JO. À cela, ajoutons 5800 chantiers en cours dans la capitale. Raphaël Asensio, Émilie Cisarol. Une circulation paralysée en plein centre de Paris et des vélos contraints de zigzaguer. L'une des principales places complètement fermée pour les Jeux Olympiques. Un cauchemar pour certains automobilistes. Oui, c'est l'enfer. En fait, maintenant, il faut une demi-heure pour faire 2 km. Alors peut-on circuler correctement aujourd'hui à Paris, notamment à vélo? Nous avons voulu faire le test. C'est parti. Au bout de quelques minutes seulement, déjà impossible de rejoindre la place de la Concorde par le chemin principal. Bonjour, on a le droit de passer par là, vélo? Est-ce que c'est les JO, c'est permis? C'est pour les JO, il y a déjà tout qui se met en place. Cette Américaine en vacances semble un peu perdue. Je crois que je vais essayer d'aller tout droit, puis d'aller à droite, car j'ai vu beaucoup de vélos là-bas. Et vous pensez que cela va marcher? Non, j'en suis pas sûre. Après un détour de quelques dizaines de mètres, nous arrivons enfin et trouvons des touristes espagnols déçus. Impossible de s'approcher de l'obélisque. Paris est toujours très joli. Mais cela gâche tout le côté magnifique de la place de la Concorde. Et aussi la beauté de l'avenue des Champs-Élysées et des Tuileries. Plusieurs lieux ont déjà été partiellement fermés, comme des rues autour du Trocadéro et des Invalides. Et d'ici à quelques semaines, plusieurs ponts ne pourront plus du tout être traversés en voiture. Une circulation difficile qui fait tout de même quelques heureux, comme ce cycliste francilien qui profite pleinement de sa sortie dominicale. Normalement, il y a toujours beaucoup de voitures. Ah ouais, c'est parfait. Moins de pollution. Regardez, les touristes sont contents. Et vous aussi? Bah oui, bien sûr. Mais la multiplication des travaux en tout genre commence à agacer certains professionnels. Fanny Lejanic estime que les travaux sont en partie responsables de la baisse de ses ventes. On a moins de visibilité pour les clients. Il y a du bruit autour. Il y a les poussières. Il y a les pollutions. On est obligé de nettoyer 7 fois par jour. Plus de 5800 chantiers sont en cours dans Paris, un chiffre qui devrait diminuer cet été. Oui, s'armer de patience et voir le verre à moitié plein. D'abord accueillir le monde et les JO sont une fête. Tentons également d'en savoir plus sur les retombées économiques attendues. Bonsoir Axel de Tarlet. Axel, ok, ça va pas être simple de circuler, mais l'impact économique sera-t-il vraiment au rendez-vous? Écoutez, on attend 15 millions de touristes pour ces Jeux Olympiques, dont 2 millions de touristes étrangers. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur touristique, il est stratégique pour la France. Vous savez que les touristes étrangers ont rapporté en net, l'an dernier au pays, 19 milliards d'euros. C'est autant que la filière aéronautique. Pour dire les choses simplement, les touristes étrangers rapportent autant de devises à la France que les ventes d'avions à l'international. Alors, est-ce qu'on peut noter déjà quelques petits signes positifs? Alors, l'INSEE vient de donner des chiffres vendredi dernier. Écoutez, au premier trimestre, 20 000 emplois ont été créés dans l'hébergement et la restauration. Et puis, il y a 15 jours, il y a eu une étude qui chiffre les retombées à 9 milliards d'euros de ces JO. Alors, vous allez me dire, les JO coûtent 9 milliards. On le voit bien d'ailleurs, les JO, il y a un côté euphorisant qui pousse à la dépense, mais il y a aussi un côté paralysant, on l'a vu dans le sujet, qui font que beaucoup de touristes étrangers ne vont pas venir parce qu'ils auront peur des embouteillages et des nuisances. Alors il y a un impact à court terme, mais pas seulement, c'est l'image de la France qui va se prolonger dans les mois qui suivront. La cérémonie d'ouverture, si elle est réussie, elle sera spectaculaire, elle sera vue
par des milliards de téléspectateurs sur Terre. Et ça, on peut en attendre quelque chose, un effet bénéfique à très long terme. Il y a un an même, un an pile sur ce plateau du 20h, il y avait Elon Musk. Et on lui pose la question, pourquoi, Monsieur Musk, voulez-vous investir en France? Et l'une de ses réponses, c'est, écoutez, les gens du monde entier veulent venir en France parce que ce pays est très beau. Ça s'appelle le soft power, vous voyez, être attractif par son image, sa réputation, son prestige. Merci Axel. Dans 7 jours, dimanche prochain, nous vous ferons vivre sur France 2 avec Anne-Sophie Lapix et nos invités la grande soirée des résultats des européennes. Petit rappel, un seul tour de scrutin, la suite des derniers meetings ce week-end, celui notamment du favori des enquêtes d'opinion, Jordan Bardella pour le RN. Il était au Dôme de Paris. De son côté, pour les écologistes, Marie Toussaint rassemblait ses militants à Aubervilliers. Enfin, Léon de Fontaine, pour le Parti communiste, était quant à lui à Marseille. Rendez-vous donc dimanche soir dès 19h30 pour la grande soirée électorale. Sachez que jeudi, le président de la République sera l'invité des journaux de 20h de France 2 et de TF1. Depuis les plages du débarquement en Normandie, il sera interrogé par Anne-Sophie Lapix et Gilles Boulot. Revenons à l'économie avec un marché que tente de conquérir la grande distribution. Marché désormais de 6 milliards d'euros, celui de la restauration avec des cuisiniers qui se sont installés au cœur des grandes surfaces pour vous proposer déjeuner ou de la vente à emporter. Alors les prix sont-ils réellement attractifs par rapport à des offres classiques? Réponse avec Dorothée Lachaud, Juliette Jonas et Samuel Guibou. Dans cet hypermarché du Loiret, Arlette Salé est une habituée. Elle vient 4 fois par semaine. Pas pour faire un plein de courses, mais spécialement à l'heure du déjeuner, pour les plats du jour. Je vais vous prendre un pavé de saumon avec du gratin dauphinois, s'il vous plaît. Chaque jour, la grande surface propose des plats cuisinés, faits sur place. Je vous rajoute un peu de sauce? Je veux bien, s'il vous plaît. Poulet à la crème, paupiètes de porc, des alternatives aux sandwichs et salades tout préparées qui ont séduit cette assistante administrative. Pour une personne qui a l'habitude de cuisiner, on n'aime pas manger les plats sous vide ou les plats surgelés. Donc on trouve, déjà c'est très rare, dans un supermarché des cuisiniers qui font à manger en plus des bons plats, mais voilà, faut pas hésiter. Des plats préparés juste derrière l'étal, dans la cuisine de Michel Saulnier, déjà au fourneau pour le lendemain. Au menu, rougail saucisse. Ah, c'est pas compliqué, c'est de la saucisse fumée, de la tomate en dés. Après, c'est beaucoup des épices. Ouais, les épices, c'est du curcuma, du gingembre, du piment d'Espelette. Sur le vendredi et samedi, je passe à peu près 100 kilos. 100 kilos de rougail, soit 400 parts. Après plus de 30 ans à exercer comme charcutier traiteur, il a choisi il y a 4 ans de venir cuisiner pour les clients de l'hypermarché sans regret. Moi, je suis bien, je suis tout seul là-dedans, tranquille. Je fais ma petite popote, on se décide ce qu'il y a à faire, moi je fais, c'est parfait. C'est parfait. Ouais, ça jusqu'à la retraite, c'est très bien. Des plats vendus autour de 7 € la portion, 40% de plus que les alternatives industrielles. Un choix assumé par la direction. Pour payer cet investissement-là et pour assumer d'avoir des cuisiniers, d'avoir du matériel, on est obligé d'avoir une marge qui est cohérente. Un pari qui fonctionne. Ici, le chiffre d'affaires du rayon fait maison a progressé de 5% l'an dernier. Proposer des plats cuisinés sur place, ce supermarché en région parisienne, implanté au cœur d'un quartier d'affaires, s'est aussi lancé il y a 1 an et demi. Alors vous me dites stop? Ce jour-là, en rayon, poulet rôti, fish and chips et des frites cuites minutes. 2 minutes, allez, merci. C'est parti, c'est dedans. Des formules entre 7 et 11 € qui attirent la clientèle de bureau à proximité. Le midi, on peut manger pour le bureau directement et faire nos courses après pour le soir. Enfin, je trouve que c'est assez simple et ça revient même moins cher qu'une boulangerie classique. C'est la solution la plus rapide et la moins chère surtout. Un moyen aussi pour l'enseigne de compenser le recul du rayon sandwich et salades industrielles, en baisse de 7,5% l'an dernier. Aujourd'hui, ça fidélise notre clientèle. Cette clientèle qui était peut-être en recherche de produits moins industriels ne trouvait pas réponse dans l'offre qu'on proposait et elle y trouve une vraie valeur ajoutée gustative. Cette offre de repas fait sur place représente aujourd'hui 1% du chiffre d'affaires du magasin qui a atteint 15 millions d'euros l'an dernier. Comme chaque dimanche, 7 jours d'actualité en images parfois étonnantes, insolites à travers le monde. Et ce soir, ne ratez pas notamment la convocation par un juge américain d'un délinquant en visioconférence
Tour du monde signé ce soir Pierre-Yves Salic et Yanis Blombou. Il y a des jours comme ça où l'on ferait mieux de réfléchir 2 minutes. Dans le Michigan, aux États-Unis, une audience virtuelle en visio, le juge du tribunal appelle Corey Harris, qui répond depuis sa voiture. Vous conduisez là ? En fait, je vais chez mon docteur. Donnez-moi une seconde et je me gare tout de suite. Le juge est dérouté car l'automobiliste comparaît ce jour-là pour conduite sans permis. Attendez, que personne ne sorte, on va y revenir. Il y a des soirs où l'on ferait mieux d'aller se coucher. Roland Garros, le Français Arthur Rinderknecht s'agace et donne un coup de pied dans un panneau publicitaire. Il se fait mal et abandonne 20 minutes plus tard. Et un Français de plus à la trappe, mais restons humbles, on ne connaissait pas cette façon de perdre. Pendant ce temps, dans le Michigan, le juge tente d'élucider ce petit mystère. Peut-être que je ne comprends pas tout là. Il a une suspension de permis et il conduit. C'est exact, votre honneur. À cet instant, M. Harris se dit qu'il n'aurait sans doute pas dû prendre l'appel vidéo. Mais laissons le juge délibérer. Il est des moments où la vie ne tient qu'à un fil. À Pékin, ces laveurs de vitres ont été surpris par de fortes bourrasques de vent. À 160 mètres de haut, ils ont dû redescendre comme ils pouvaient. Finalement, la vie de bureau, c'est pas si mal. Il y a belle lurette qu'il serait arrivé s'il ne voyageait pas avec sa brouette. Lionel Epaillard prend son temps, 215 km à pied depuis Angoisse jusqu'au lieu-dit La Joie. De l'angoisse à la joie, humour. Et chaque soir, le comédien s'est donné un spectacle. Considérations éparses d'un pousseur de brouette. Alors, verdict pour l'automobiliste, la prison est sur le champ. Allez, affaire suivante. Ainsi Valmont, le grand direct continue et qui sont les invités de 20h30 avec Monica, Pierre et Hugo. Et pour la suite, voici la réponse.